L'astrologie fascine ou effraie depuis la nuit des temps. Certains ne veulent pas du tout en entendre parler, soucieux de voir leur avenir tout tracé, et d'autres, au contraire, s'y remettent totalement, presque les yeux fermés. Moi, je faisais d'ailleurs plutôt partie de ceux qui ne voulaient pas trop en savoir, jusqu'à ce que je rencontre Yann Loranger, qui m'a fait voir les choses, en tout cas, sous un autre angle, et m'a aidé, bien sûr, à comprendre ce langage des trésors cachés de l'astrologie. Je suis Julia Braga, architecte de formation et spécialisée dans le processus de création. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs et artistes à réaliser leurs projets avec sérénité. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon ami Yann Loranger, apiculteur et astrologue. Bonjour Yann, Bonjour Julia, bonjour, bonjour. tu vas bien? Ça va très très bien, ça va très bien. C'est justement une journée astrologie pour moi aujourd'hui. J'étais à fond, donc c'est parfait. Yes, contente. Merci d'avoir accepté cette invitation et merci de nous partager des notions d'astrologie pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de nous, de notre propre vie. Aujourd'hui, on va réduire un peu le sujet, on va le préciser, on va parler de l'importance de porter notre croix. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite bête-là? Avant de plonger au cœur du sujet, moi, ce que j'aimerais déjà savoir, assez brièvement, comment tu t'es initié à l'astrologie? Qui te l'a enseigné ou peut-être transmise? Alors, ben, l'astrologie, pour moi, c'est très drôle ton introduction sur le sujet parce que moi aussi, en fait, j'étais du lot de ceux qui n'allaient pas dans l'astrologie, là, comme ça, les yeux fermés du tout. Et puis, Hmm. c'est sûr que tout ce qui est symbole m'attire quelque part depuis très longtemps. Seulement, j'ai vraiment eu la chance d'apprendre l'astrologie. Moi, j'appelle ça par tradition orale. Mhm. En fait, en écoutant la fondatrice de Idéal Société, qui est un institut de développement en éducation, arts et loisirs en Colombie-Britannique. Et c'est Natacha Colésard, qui est la fondatrice, qui, elle, donnait beaucoup de conférences là. Et donc, dans ces conférences, elle avait l'habitude elle parlait de plein, plein de sujets, hein, et toujours d'une façon d'ouverture très spirituelle. Et souvent, elle allait glisser comme ça des petites notions d'astrologie. Eh bien, ça donne que moi, toutes ces petites notions-là me parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est comme si ils s'enregistraient d'une certaine façon. Et ça a créé, on pourrait dire, une espèce de toile, si on veut, de connaissances astrologiques. Donc, il s'est fait vraiment, là, vraiment comme sur le tas, là, sur un ensemble de sujets très variés, très vivants, complètement hors contexte de voilà, on apprend l'astrologie, on apprend les signes, on apprend ci, on apprend ça comme un cours plus classique. C'était vraiment, c'est ça, moi j'appelle ça tradition orale, parce que ça s'est fait sur, je sais même pas combien d'années, mais je pense environ 14 ans, d'écouter des conférences comme ça relativement régulièrement. Et voilà, à la longue, il y a quelque chose qui s'est imprimé. Évidemment, j'ai lu quelques livres pour compléter là, mais la vraie base solide, c'est quand même beaucoup ça qui est à la base. Hmm. En tout cas, aujourd'hui, c'est une véritable passion pour toi. Ah oui, c'est clair. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime. Ben moi, je savais pas qu'en tout cas au départ, tu étais de ceux qui n'étaient pas trop pour, mais ça a rendu peut-être ton approche justement plus sensible et plus au service de l'être humain. C'est-à-dire, tu te sers maintenant de l'astrologie pour avoir une meilleure compréhension de toi et des autres en général, il me semble. En tout cas, c'est ça que je Oui, ressens. oui, mais oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça. Justement, dans ce contexte d'apprentissage-là un peu spécial là, pour moi, parce que c'est quand même relativement rare qu'on apprenne l'astrologie de cette façon-là. Mais justement, c'était ça, en fait. C'était toutes sortes de sujets qui sont expliqués, là, mais vraiment très, très, très vastes. Ne saurais pas limiter à quoi que ce soit, autre que à chaque fois, il y avait une ouverture au moins sur les plans spirituels pour chacun des sujets. Eh bien, chaque fois, l'astrologie était justement utilisée pour imager quelque part la notion dont il était question. Et finalement, moi, c'est ça ma façon de travailler l'astrologie. C'est que je vais toujours utiliser l'astrologie pour imager une notion. Euh, Ça veut dire, par exemple, disons que je travaille un thème astrologique de quelqu'un. Eh bien, je suis tout à fait conscient que ce thème astrologique-là, avec ses aspects, tout ça, il a, euh, il a plein de niveaux d'interprétation. Et que Mhm. dans une vie, on traverse plein de niveaux d'interprétation. Et chaque fois qu'on travaille un sujet,
on peut être sûr à 100% qu'il se reflète dans notre thème. Mais il faut juste aller voir quelle planète, quel aspect vient toucher le sujet qu'on travaille dans le moment où on se trouve et d'aller toucher le niveau d'interprétation justement qui correspond. Et comme ça, justement, l'astrologie sert à éclairer finalement, à mettre de la lumière sur à peu près n'importe quoi qu'on traverse, qu'on vit. L'astrologie a toujours des images très, très précieuses à mettre sur les choses qui nous entourent. Et comme elle est basée sur une certaine structure, elle a vraiment une structure. Hein? Il y a les 12 signes, il y a les planètes, il y a les 12 maisons, tout ça. C'est très structuré. Il y a une intelligence derrière ça très grande. Et donc, comme par sa structure, elle vient mettre une lumière souvent nouvelle ou sinon qui va confirmer en fait notre ressenti de la chose. Et c'est ça que je trouve le plus précieux finalement en astrologie. En tout cas, moi, c'est vraiment grâce à toi, sérieusement, que je me suis réconciliée avec l'astrologie. Puis, pour un peu illustrer, pour une petite mise en contexte, d'ailleurs, en astrologie, moi, j'ai imprimé mon thème natal. Est-ce qu'on pourrait déjà, pour commencer, dire que ce schéma-là représente une sorte de cartographie du ciel quand on vient au monde, quand on vient s'incarner, ou pas du tout peut-être, mais explique-nous ça un peu. Pourquoi on a Alors, fait ça? oui. Bon, au niveau de la cartographie du ciel, effectivement, c'est ça. Moi, ma façon de l'expliquer que je trouve la plus belle et qui souvent nous parle le plus, ça va être, on vient au monde, donc c'est notre naissance. Eh bien là, quand on vient à la naissance, en fait, il y a une analogie super belle qui dit que quand on vient, quand on s'incarne et qu'on naît, eh bien, on entre sous la loi de la bénédiction. C'est ça, naître. En tout cas, c'est une des façons de le voir, la naissance, c'est entrer sous la loi de la bénédiction. Et justement, la première bénédiction qu'on reçoit, c'est qu'à notre naissance, tout ce qui vit autour de nous, et moi, personnellement, je considère que tous les règnes vivants, incluant le règne minéral et tout, il y a une certaine vie, en tout cas, à ça. Même si c'est pas reconnu nécessairement scientifiquement par nos biologistes, mais il y a quand même une vie. Et donc, toute forme de vie qui nous entoure dit oui à notre arrivée et en réalité nous donne sa bénédiction, leur bénédiction. Et pour moi, donc le thème natal, c'est comme une photo, quelque part, l'image de cette bénédiction, à quoi elle ressemblait. Et c'est un peu ça, finalement, le thème. Au niveau physique, évidemment, là, on est en astrologie. Moi, j'utilise l'astrologie qui est le plus utilisée au niveau occidental. Et donc, c'est pas l'astrologie sidérale, mais bien tropicale. Ça, c'est comme deux formes. Et cette astrologie tropicale ne colle pas aux constellations du ciel qui portent le nom des signes du zodiaque. Donc, ce n'est pas basé sur les constellations, mais plutôt sur des séparations précises et exactes, égales, en 12, basées en fait sur le passage de la Terre autour du Soleil. Donc ça, c'est pas les maisons, c'est vraiment les signes, hein, juste pour dire, ces séparations-là que je mentionne. Les maisons, elles, sont basées encore sur autre chose, qui, elles, c'est là, par exemple, qu'en astrologie, souvent, si vous avez déjà fait faire votre thème, on demande toujours l'heure de naissance et le lieu de naissance. Ça, c'est les deux éléments qui vont permettre, bien sûr avec le reste, mais c'est là qu'on en a besoin, c'est pour créer justement les maisons qui parlent d'une réalité beaucoup plus près de la réalité humaine. Les maisons, en fait, vont représenter, les maisons astrologiques, il y en a 12 aussi, comme les signes, eh bien, elles vont représenter des domaines intérieurs de la vie qui sont en nous. Et voilà, et en fait, c'est les 12 domaines de notre vie intérieure qui sont représentés par les maisons. Et c'est là qu'il y a besoin vraiment de l'heure, tout ça, parce que ça touche vraiment les maisons, l'axe d'incarnation, alors que les signes, c'est plus vaste. En fait, les signes dépassent notre incarnation en nous, notre petite incarnation. Même les planètes aussi vont dépasser ça. Par contre, les maisons précisément, là, ça touche réellement notre incarnation, notre réalité très, très humaine. Justement, à ce propos, tu parles de ligne d'incarnation. Où est-ce qu'elle se situerait? Parce qu'en astrologie, on parle de plusieurs croix. Puis quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, on écoute une capsule vidéo, on peut être un peu perdu parce qu'il y a tellement de symboles, tout est en symboles. Donc il y a la croix de la destinée, il y a la croix de l'incarnation. Maintenant, tu me parles de ligne d'incarnation, puis ensuite il y a tous les croix et les symboles des planètes. Raconte-nous un petit peu ça. Ça se trouve où si on veut le lire, ce thème? Est-ce qu'on peut... Oui. Alors, les croix, effectivement, c'est passionnant. Les croix sont très importantes.
elles vont représenter dans un premier temps, si on veut, les plus communes et celles qu'on va le plus entendre parler, ça va être les croix qui sont faits, par exemple, avec les signes astrologiques. Donc, on a les signes, par exemple, il y a la croix des signes fixes. Hein? Je ne sais pas s'il y en a sûrement qui ont déjà entendu ça. Donc, les signes fixes, hein, c'est bien sûr, c'est Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Ce sont les 4 signes fixes. Et ils sont tous face à face, dans le sens que Taureau fait face au Scorpion et Lion fait face au Verseau. Et ils forment vraiment une croix, dans le sens qu'ils ont tous 2 signes entre chacun qui se suit, si on veut, de cette suite. Et donc, ils forment réellement une croix. Donc, chaque type de signe, donc il y a les signes fixes, il y a les signes cardinaux, puis il y a les signes mutables. Donc ça fait 3 croix. Et ces 3 croix, finalement, qui composent le zodiaque. Donc, les signes déjà du zodiaque forment des croix en eux-mêmes. Ces croix sont toujours formées d'un signe de chaque élément. Et donc, il y aura toujours un seul signe, par exemple, fixe d'eau ou un seul signe fixe d'air. Voilà. Ces croix-là, déjà, sont très importantes parce qu'elles mettent les bases de compréhension vraiment du zodiaque, là. Des signes du zodiaque comme tels. Il y a beaucoup derrière ces croix-là. Ça se creuse énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de symboles cachés derrière ça. Mais déjà, ça, c'est le plus commun. Après, les fameuses croix, donc, des signes du zodiaque, la plus connue de toutes, justement, ça va être ce que moi j'appelle, je l'ai appris comme ça, hein, donc la croix de la destinée, qui est formée, donc, là, on est dans le domaine des maisons. On n'est plus dans les signes du zodiaque, mais bien dans les maisons. Et voilà, c'est ce qu'on voit justement là sur ton thème que tu montres. Donc, on a l'ascendant, le descendant, le fameux ascendant qu'on appelle, hein, c'est rien d'autre, ça c'est un petit rappel. L'ascendant n'est rien d'autre que la cuspide ou, ça s'appelle aussi le début de la maison 1. C'est ça l'ascendant, en fait, c'est rien d'autre que ça. C'est le point qui initie la maison 1. Puis voilà, il y a 3 autres cuspides qui composent cette croix. Le descendant qui est en face, donc en rose, rouge, là, sur ton thème. Et ça, c'est l'axe, du coup, horizontal. Puis après, il y a l'axe vertical qui est fait du fond du ciel, qui est en bas, en bleu, sur ton thème, et le milieu du ciel qui est en haut. Voilà. Donc, c'est ça un peu, ça, c'est l'autre croix, là, qui est très, très cruciale. Elle touche vraiment la dynamique d'incarnation, la dynamique, là, de cette croix de la destinée. Voilà, quand on parle d'une croix personnelle, pour une vie personnelle, et non dans les notions d'astrologie large, eh bien, c'est souvent vraiment de elle qu'on va parler en plus. Vous avez peut-être déjà là compris, déduit qu'il y a aussi 2 autres croix faites avec les autres croix des autres maisons, en fait. Donc, il y a 2 autres options de croix avec les maisons, mais qui vont être secondaires. Vraiment, la croix principale de laquelle on parle presque tout le temps au niveau personnel, ça va être cette croix de la destinée, fait de l'ascendant, descendant, fond du ciel et milieu du ciel. Ok. Donc ça, est-ce que c'est comparable à la croix de l'incarnation? C'est ça? Oui, moi, j'avoue que je la mettrais sur ça. Je sais qu'il y a, il y a une tendance en astrologie très forte, et puis je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, donc je peux pas vraiment. Moi, j'ai une petite résistance à cette tendance-là parce que je suis du type de personne là qui aime beaucoup creuser les symboles et j'aime beaucoup voir qu'avec peu de symboles, on a accès à tout. Mais il y a une tendance d'ajouter un paquet de symboles. Et là, sur ce point, quand même, c'est que des symboles, il faut quand même savoir en astrologie qu'il y en a réellement une infinité. Hein? Donc, quitte à en rajouter, jusqu'où on va? C'est une question déjà qu'on peut se poser. Mais il y a quand même plein de symboles qui sont très intéressants. Il y en a que j'utilise moi-même de temps en temps, dont par exemple les fameux nœuds lunaires. Et donc, ces nœuds lunaires font toujours un axe. Il y a toujours un nœud sud, un nœud nord. Et donc, eux forment déjà un axe. Et à partir de cet axe, dans une croix, il y a toujours 2 axes. Donc, à partir de cet axe, il peut se dessiner parfois quelques croix qui peuvent prendre vraiment un sens. Et donc, dans cette fameuse axe-là des nœuds lunaires, elle parle aussi un peu de l'incarnation, dans le sens que le nœud sud va toujours parler un petit peu, pour résumer en très rapide, comme du passé, le nœud nord du futur, on va dire. Et donc, du coup, il y en a qui vont aussi glisser une croix là-dessus. Au moins un axe, mais s'ils peuvent même carrément se mettre une croix là-dessus finalement. Et là, on peut avoir accès aussi à un autre genre de croix de l'incarnation, mais qui est vraiment très secondaire par rapport à cette fameuse croix de la destinée là qu'on vient de parler. Là.
Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est cette croix-ci, elle est extrêmement forte, hem, parce que là, bon, déjà, le symbole de la croix est très fort, mais elle met en lumière aussi 2 principes importants, la ligne verticale, la ligne horizontale. Il y a quand même un principe de l'esprit et de la matière, si j'ai bien tout retenu et tout compris, qui forment une union et ça donne, un peu, est-ce qu'on pourrait parler de mission de vie quelque part? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à là? Moi, j'aimerais que tu développes un peu cette notion de l'importance de la conscience qu'on a à prendre conscience de chacun notre croix. Est-ce que tu Oui. peux développer un Voilà. petit peu tout ce sujet-là? C'est gros, là. Là, ça, c'est un sujet colossal que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs, là, qui est très, très précieux. Donc, dans cette croix, comme tu dis là, il y a 2 axes. Donc, l'axe horizontal, c'est ascendant-descendant. Donc, finalement, Cupide de maison 1, Cupide de maison 7. Ça, c'est l'axe horizontal. On peut déjà s'arrêter sur cet axe-là pour commencer. Donc, je vais les décrire, ces points, les uns après les autres, juste pour qu'on les capte un tout petit peu, puis qu'on voit l'ampleur de cette croix, à quel point, pourquoi on l'appelle, comment, de quel droit, en fait, on ose appeler ça la croix de la destinée. Il y a une raison à ça. C'est pas pour rien que ça s'appelle la croix de la destinée. Ce sont des points, justement, qui touchent directement notre destinée. Et si on veut influencer notre destinée, ce sont les points les plus clés, en fait, à considérer dans un premier temps. Et évidemment, il y a plein de gens qui veulent influencer leur destinée, donc finalement, ça devient un sujet d'intérêt. Mais bon, mais tout est important en astrologie, là, ce ne sont que des points. Et quand même, donc l'ascendant, si on touche l'ascendant, on parle de l'énergie de base, dans le sens que quand on s'incarne, eh bien, voilà, quand on s'incarne, on a un corps physique, un début de corps physique qui est tout jeune, on a un bébé, hein, on a un petit bébé comme ça, et puis on a notre corps physique, mais on a déjà reçu tous les éléments de notre maman, de notre papa, et il y a déjà une chimie qui s'est créée, qui a fait un, déjà on voit qu'il y a déjà, si on veut, la semence d'un arbre qui va pousser, et déjà en voyant la semence, on a une bonne idée de l'arbre qui va pousser quand même. On voit déjà les traits, on voit déjà plein de choses pour ceux qui peuvent lire les traits du visage puis savoir qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Déjà, quand on voit le bébé, on a des indications énormes sur, voilà, sur la semence, là, qu'est-ce qu'il y a comme potentiel qui va se développer. C'est cette matière de base, l'ascendant. C'est vraiment ça qu'il faut voir là. Euh, cette matière de base ne changera jamais. Je sais qu'il y en a qui font des chirurgies esthétiques, mais, mais elle ne changera jamais. Reste que cet ascendant, il est immuable. C'est quelque chose qui ne bougera pas. Il va juste grandir. C'est ça qui va arriver avec l'ascendant. Il va se développer et comme c'est le début, hein, c'est la maison 1, le tout début, dans toutes les autres maisons après, l'ascendant va être présent. C'est comme si après chaque maison, c'est comme si on met un costume, on va dans un décor différent, un monde différent. L'ascendant est toujours là, c'est la première. La teinter quelque part? Ouais, c'est ça. On va l'adapter, on va lui mettre un costume, puis elle va performer différemment, agir différemment, tout ça. Mais si on creuse, on voit qu'en dessous, quand on enlève le costume, même dans cette maison-là, on retrouve l'ascendant. C'est la base, on peut pas s'en défaire, on est comme on est. Quand on dit qu'on peut pas se changer, là, eh ben, c'est de l'ascendant qu'on parle. Ce qui ne change pas, c'est ça. C'est vraiment l'ascendant comme tel, cette matière de base. On peut la sculpter un petit peu, on peut travailler sur soi, évidemment, sur cet ascendant-là, mais la matière de base, elle, ça reste comme ça. On ne peut Le pas changer ça. le principe fondamental, l'énergie fondamentale va venir teinter, les autres aspects, hein, pour bien comprendre. Tout Même à voilà, on peut la sculpter un peu, mais fondamentalement, il restera toujours un petit fond, qui ne bougera pas. C'est clair. Si on est petit, ben on est petit. On est grand, on est grand. On est comme si, on est comme si. Voilà, c'est des traits qui restent en nous. Évidemment, le signe, s'il y a une planète conjointe à l'ascendant, ça en dit tellement, ça c'est très fort. Parce qu'imaginez sur cette énergie de base, il y a une planète qui est là, eh ben, ça veut dire que notre énergie de base est collée à cette planète. Donc ça, c'est très fort. C'est le genre d'aspect là, capital dans un thème. Si on a, par exemple, une planète sur l'ascendant, c'est une grande, grande influence. Bon. Donc, on voit l'ascendant. Maintenant, le descendant qui fait face, donc cet axe horizontal, lui, cuspide de maison 7. La maison 7, c'est la maison de l'engagement. Là où on va avoir les partenaires. C'est avec la maison 7 que ça se passe.
Et la cuspide, c'est toujours le point d'une maison qui est le plus fort. Et donc, si on a justement une planète qui se trouve sur cette point-là, de cette cuspide de maison 7, eh bien évidemment, ça va colorer nos engagements. Ça va colorer l'énergie que l'on a dans l'engagement. Puis quand je dis engagement, il faut quand même, en astrologie, il y a beaucoup de maisons qui vont parler d'un côté relationnel. Il y a plein de types de relations différentes. L'astrologie tient compte évidemment de ça. Quand on parle d'engagement, il ne faut pas oublier qu'on est sur la croix de la destinée là. Donc on parle d'un engagement qui change notre destinée en fait. On parle d'un engagement où carrément, moi j'appelle ça les seigneurs de la destinée, ou disons l'intelligence de la vie qui calcule notre destinée, hein, qui est au-delà là de l'astrologie comme telle, ou en tout cas qui travaille comme avec, mais vraiment qui est au-delà. En tout cas, de la conscience astrologique qu'on peut avoir en tant qu'être humain, ça nous dépasse, c'est clair. Et donc, cette force qui calcule notre destin, de la vie carrément, hein, eh bien, elle doit recalculer notre destin carrément quand on entre en relation avec une relation où il y a un niveau d'engagement de type maison 7. Je donne un exemple. On a un destin soi-même, on choisit, parce qu'on a toujours une liberté dans ce destin, on choisit par exemple de se marier avec quelqu'un, et là, il y a mariage. Dans mon destin à moi, disons, il y a certains éléments qui sont là. Et pour l'autre, il y en a d'autres. Ce ne sont pas les mêmes. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Et certains de ces éléments vont être plus importants pour moi par rapport à certains types d'éléments. Et pour d'autres types d'éléments, ça va être dans le karma, si on veut, ou dans le destin de l'autre personne qui vont être le plus important. On ne peut pas déroger. Il faut les garder, ceux-là, on ne peut pas changer. Et donc, finalement, ça va s'influencer, puis ça va changer notre propre destinée. C'est le type d'engagement de la maison 7 qui fait ça. Et donc, ça peut être aussi des partenariats, des engagements professionnels. C'est pas obligé d'être que au niveau du couple, mais il faut quand même être conscient qu'on parle d'un type d'engagement qui change notre destinée. Ça veut dire que s'il arrive quelque chose à l'autre, eh bien, ça nous influence profondément. Et donc, cette ligne horizontale, elle est faite de deux choses, de notre énergie de base reliée à l'incarnation avec laquelle on arrive, et finalement, l'énergie de base, mais sociale, ça veut dire celle avec laquelle on va s'engager pour avoir un rayonnement social, donc pas juste dans notre propre développement personnel, mais dans notre rayonnement social, puis dans notre travail dans la société. C'est un peu ça, finalement, cette cuspide de maison 7, ce descendant, c'est l'énergie de base qui se trouve là. Donc, dans les deux cas, on a cette énergie vraiment de fond, que oui, on peut travailler dessus, on peut conscientiser cette force, mais on le voit très bien à quel point ces deux aspects-là vont énormément toucher notre destinée. Parce que là, carrément, il y en a une qui recalcule de destin, ça c'est énorme, et de l'autre côté, on a cette énergie qui est toujours présente à tous les niveaux. Donc, ça crée un axe qui va donner la base autant pour notre propre développement personnel, ça c'est l'ascendant, donc qui nous sommes à la base, et aussi, qui crée aussi la base pour tout notre développement au niveau de la société, hein, parce qu'on est quand même un être social, et c'est ça finalement avec quoi on va s'engager au niveau société, avec d'autres personnes, avec quel être humain on va prendre un engagement qui va colorer après toutes les autres maisons qui suivent, et en fait, on voit que ça sépare finalement le zodiaque en deux demi-sphères, pardon. Et donc, la demi-sphère du bas, qui, là, la source de ça, c'est l'ascendant. Puis celle du haut, là, c'est le descendant, qui montre où est l'engagement. Et on voit que cet engagement, c'est lui, finalement, qui crée voilà, la base pour tout notre rayonnement social, puis toute cette section, si on veut, du haut de notre thème astral. J'ai déjà une question parce que là, on parle de cette ligne, on parle plus vers l'ascendant, quelque chose qu'on ne peut pas changer, presque d'immuable. Puis, de ce que je comprends avec le descendant, on a quand même une possibilité d'action, de choix, si j'ai bien compris. Mais comment finalement, c'est une parenthèse, mais comment, où se place notre libre arbitre et comment on pourrait dire qu'on influence la matière? Est-ce que ça serait un peu réducteur de dire tout est déjà écrit? C'est un peu cette notion
finalement, pourquoi on force les choses si tout est déjà écrit? Et en même temps, voilà, quel est notre domaine d'action par rapport à justement cette ligne qui est très reliée à notre incarnation et à la matière? Bon, super bonne question. Au niveau de l'ascendant, honnêtement, là, pour y changer quelque chose, on peut surtout changer comment on utilise cette énergie-là, notre rapport à cette énergie. Est-ce qu'on est en harmonie avec ou on est en combat avec parce qu'on a envie autre chose? Ça, c'est surtout là qu'on peut, disons, affecter un peu finalement notre destinée, à savoir, est-ce qu'on utilise cette force-là et on est en paix avec et on est bien et alléluia, on porte cette force et tant mieux, c'est comme un cadeau, en fait, c'est une bénédiction. Après tout, suivant ce que j'avais dit au tout début, tout aspect astrologique, quel qu'il soit, c'est une bénédiction qu'on a reçue à notre naissance. Donc finalement, c'est une force particulière, presque un totem, comme une force qu'on a reçue, ces fameux ascendants. Au niveau du descendant, là, euh, là vraiment, c'est une autre dimension, effectivement, et il y a vraiment une liberté plus grande, beaucoup plus grande par rapport à nos engagements. Là, on est beaucoup plus libre de choisir le type d'engagement qu'on prend, d'avoir une patience à s'engager rapidement ou lentement. Là, on peut vraiment respirer. C'est vraiment un espace où on peut respirer beaucoup plus au niveau du descendant. On peut vraiment changer des choses à ce niveau-là. Un exemple, c'est quelqu'un qui trouve que sa vie va pas très bien, par exemple. Eh bien, une des questions qu'on peut se poser, c'est se dire, avec qui est-ce que tu es engagé dans ta vie? Quelle est l'énergie d'engagement est-ce que tu tiens? Et là, de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des engagements qui seraient plus constructifs pour toi? Est-ce qu'il n'y aura pas, certes, c'est ça, il y a des personnes, par exemple, qui vont se mettre à faire du bénévolat. Ils vont s'engager dans une association à but non lucratif. Disons, par exemple, qu'ils sont déjà très engagés au niveau du couple, ils ont des enfants, tout ça. Il n'est pas question de changer de partenaire, là, c'est pas ça le point. On est vraiment, ça, on garde, mais on peut créer davantage d'engagement en s'engageant aussi avec d'autres personnes, dans d'autres domaines. Et cet engagement-là va aussi avoir un effet, va aussi avoir un aspect. Mmh. Parce que, même chose, si on est réellement engagé, il va avoir un recalcul. Et c'est incroyable parce que du coup, ça va recalculer non seulement notre propre destinée, mais aussi celle de notre partenaire. Et c'est très spécial, cette dynamique de la maison 7, parce qu'en choisissant nos engagements sociaux, en fait, eh bien, on est en train de choisir carrément, on peut vraiment recalculer là, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et c'est un des points vraiment forts. On le sait, hein, l'idée du mariage, c'est quelque chose qui fait trembler tout le monde, je pense. Trembler de joie ou de peur, mais c'est quelque chose qui nous fait tous bouger. Là. Il n'y a personne qui dit «Ah ouais, moi, ça me fait rien». Non, ça n'existe pas. Donc, on le sent que cette force d'engagement détermine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Mmh. ça, c'est pour la ligne horizontale. Hein. Ça me rassure qu'on ait quand même un peu de choix et j'ai beaucoup aimé, je t'interromps un instant, mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le rapport qu'on a avec notre énergie de base. C'est-à-dire que l'ascendant, même si on ne peut pas la changer, c'est comment on peut changer de regard et on peut changer notre relation qu'on a à cette énergie-là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si on passe maintenant à l'axe vertical, puis c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'on voit la dimension vraiment de la croix puis l'interaction entre les quatre. Mais bon, on va commencer par déjà la nommer. Donc, cet axe vertical, on a le fond du ciel qui est vraiment en bas. Là, c'est la cuspide de maison 4, donc le début de la maison 4, et le milieu du ciel qui est en haut, lui, cuspide de maison 10, début de maison 10. Commençons par le fond du ciel. Donc, le fond du ciel, lui, en général, hein, en astrologie un peu classique, on va dire c'est le foyer, on va dire. Mais pourquoi est-ce que c'est le foyer? Parce que cet fameux fond du ciel, c'est le centre. C'est très drôle. C'est comme le centre de ce qui va être vrai pour nous. C'est comme la centrale qui détermine quelle est notre réalité. Hein? Et cette centrale, normalement, quand on se développe, là, bon, déjà, on est venu au monde, on est né, et là, ça y est, on se développe, on commence à parler, tout ça, on a plein de premiers clichés qui vont s'installer. Ces premiers clichés, ils forment cette centrale de la maison 4. Et ça se forme toujours dans notre foyer, parce que c'est l'espace le plus intime que l'on a. Hein? Cette maison 4, c'est le foyer. Pourquoi on dit foyer? Parce que le foyer, normalement,
devrait être, normalement, l'endroit où on se sent en repos réel. Et c'est là qu'on va choisir, est-ce que cet élément-là fait partie de ma réalité ou non? C'est dans cet espace de foyer, normalement, que ça se décide. Euh, et après, ça va être teinté de plein de façons, dépendamment. Hein. Pour certains, ça va être très intellectuel, d'autres, ça va être comme ci, d'autres comme ça. Ça dépend de qui nous sommes et justement de cette fameuse maison 4. Donc, cette maison 4, elle, c'est l'espace, c'est ça, où on se retrouve. Nous ne sommes plus en train de performer dans le sens d'être en travail et de tout ça. On se retrouve et là, on choisit qu'est-ce qui fait partie de notre réalité. Et quand on est enfant, donc petit bébé, évidemment, c'est notre foyer, donc c'est nos parents qui mènent cette maison 4 et on prend tous les clichés, si on veut, de notre relation à nos parents et c'est ce qui forme la base de notre maison 4 au début. Moi, je dis souvent que ça fait comme une bulle autour de nous qui va filtrer tous nos rapports de même nature que les clichés qu'on a vécus. Et on les a tous vécus, en fait, les clichés. Clichés d'autorité, relation masculin au féminin, à ci, à ça, à tout. On a tout vécu dans notre foyer, là, tout est présent en permanence. Donc, c'est là qu'on a nos premiers clichés. Et du coup, dans ce foyer, eh bien, si on est consciencieux finalement, de notre fond du ciel, de cette bulle-là du foyer, eh bien, on va la faire évoluer, cette bulle. Si on n'y pense jamais à ça, eh bien, elle ne bougera pas. Elle va être fixe et ça fait un point qui touche beaucoup notre destinée parce que c'est ce qui définit finalement qu'est-ce qui est réel pour nous. Il y a des gens, par exemple, qui vont être d'une certaine religion, par exemple. Et pour eux, ils ont une religion avec tout ce qui vient avec là. Hein. Souvent, il y a des dogmes ou des genres de notions un peu figées là, qui font partie de ça. Il y a du positif, il y a du moins bon, il y a de tout. Et donc, euh, cette réalité-là, par exemple, on va dire un peu dogmatique qui ferait partie d'une certaine religion. J'ai rien contre les religions, hein, c'est parfait, là, mais juste pour dire, il y a souvent quand même des choses qui sont fixées là-dedans. Et donc, là où ça devient réel ou non réel, c'est au foyer qu'on le voit. Ça veut dire, au foyer, est-ce que cet élément-là qui touche la religion, est-ce que tu lui donnes une place dans ton foyer ou non? Si tu lui donnes une place, eh bien, c'est réel pour toi. Sinon, c'est quelque chose qui fait partie de tes interactions avec les gens, mais ça ne fait pas partie de ta réelle réalité. Et donc, ça ne touche pas, si on veut, cette bulle qui va teinter ou filtrer tout ce qu'on va percevoir là, du monde et puis tout le reste de nos relations. Est-ce que ça c'est relié au sens? C'est-à-dire, au sens des choses? Est-ce que ça fait du sens pour nous? Comment on choisit ce qui Oui, fait partie de notre foyer ou pas, en fait? exactement. Ah, je vais donner un exemple super actuel au moment où on fait la vidéo. La COVID, tu sais. Il y a des gens qui disent la COVID n'existe pas. Je suis sûr que vous avez vu des posts de ça, là, c'est sûr. Et donc, pareil, tu vois, la COVID, ça existe ou ça n'existe pas? Bon, c'est une question. C'est vrai que La réponse se trouve dans notre foyer. Parce que ah, quand on en parle à des amis, c'est une chose, tout ça, bon, OK, on a bien parlé, on s'est amusé, on a plastronné, on est content de notre point. Mais après, on rentre chez soi et c'est là qu'on le sait vraiment. Ça existe ou pas? Et c'est là qu'on le voit et c'est là, c'est vrai. Et ce qu'on choisit dans cet espace le plus intime, le plus privé, là où on est le plus en repos, en réalité, on va toujours tout filtrer à travers ça. Donc, si après on se retrouve dans une ambiance où il faut faire semblant que pour nous, ça n'existe pas ou ça existe, eh bien, on va être en tension si dans notre foyer, c'est l'inverse. Et c'est ça qui se passe avec cette bulle du foyer. Elle est tellement importante parce que elle fait justement la base de notre réalité, justement, quel sens on donne à chaque chose. Et donc, c'est là que tout se passe. Hyper important pour ceux qui négligent leur vie chez eux, là, à la maison, de foyer et tout, de se rendre compte que s'ils ne construisent pas ça bien, ce fond du ciel, s'ils ne le font pas évoluer aussi, parce qu'il y a plein de clichés qu'on a reçus de notre enfance, quand on parle de conflits transgénérationnels, psychogénéalogie, tout ça, on est dans le fond du ciel à 100 000 à l'heure. Là. On est exactement là. Parce que c'est des clichés qu'on a été chercher. Ils font partie de ce qu'on a mis dans notre bulle première, qui est des fois même complètement inconsciente, hein, mais qui fait partie quand même de cette réalité. Et voilà, elle est là, puis elle va tout filtrer le reste. Donc, vous voyez à quel point ça influence la destinée parce que ça filtre toutes nos interactions avec tout le reste qu'on va vivre dans notre vie. Et ça fait qu'on peut rater quelque chose de précieux,
on va mettre de l'emphase sur quelque chose qui aurait tellement pu ne pas en avoir. Voilà. C'est comme si on pouvait s'appuyer, en fait, sur le fond du ciel. C'est ça, en t'écoutant, je me dis, Ouais. c'est Oui, vraiment oui. c'est pas le fond du ciel pour rien. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein. Et c'est vraiment, moi j'appelle carrément, hein, c'est comme un yoga, hein, travailler sur notre fond du ciel, dans le sens que tous les clichés qu'on a, par exemple, par rapport à nos parents, à notre famille, à nos proches, à ceux qui font partie de cette bulle, euh, qui évolue avec le temps, mais desquels ceux qui ont eu un rôle clé dans cette bulle, ça reste toujours, si on veut, faut faire Mmh. évoluer ces choses, travailler sur ça, faire évoluer tout ça. Pour moi, c'est comme un yoga dans le sens que c'est super important, puisque le reste, tu n'y auras accès que si c'est réel pour toi. Sinon, tu joues un jeu à chaque fois. Tu fais Ça fait du semblant. sens. Ouais. Et donc, plus ça devient réel, ces choses-là, et plus dans notre bulle familiale, disons de foyer, eh bien, plus c'est réel, les choses que l'on souhaite réellement, Mmh. plus les opportunités et les options autour de nous qui sont en rapport à cette réalité vont pouvoir se manifester finalement. Ah, bah, avec pureté. Ouais. Voilà. Excellent. On passe au milieu du ciel? Bah oui. Allons-y. Donc, le milieu du ciel, lui, Ça, c'est euh, exactement. Donc, c'est ça, début de la maison 10, cuspide de maison 10. Le milieu du ciel, lui, c'est complètement autre chose. On dit que c'est la mission de l'âme. C'est là qu'elle se trouve, la mission de l'âme. C'était ta question, Julia. Est-ce qu'on peut ouais. carrément parler de mission de l'âme? Ben, effectivement, au niveau du milieu du ciel, elle s'y retrouve, cette mission de l'âme. Elle est là. Et en fait, mission de l'âme, en général, quand on prononce ça, très souvent, on va entendre Gandhi, Mère Teresa, tu vois, parce qu'on entend mission de l'âme et on s'imagine quelque chose de transcendant, tu vois, qui a changé, qui a, si on veut, vraiment façonné notre réalité, notre monde, quelque part. Mais la mission de l'âme, c'est toujours d'aller toucher une qualité, d'aller développer une qualité, comme une couleur, comme une vibration, d'aller la développer. Et d'aller la développer dans un contexte d'incarnation. Parce que justement, dans l'incarnation, comme tu disais tout à l'heure, on a le libre arbitre. Et donc, on a le choix. On a le choix. Est-ce qu'on la développe, cette qualité, ou on la développe pas? On est libre. On est libre de le faire ou de ne pas le faire. Et donc, pour l'âme, de venir s'incarner et de choisir de développer une qualité, c'est au cœur de sa mission, en fait. Le Mmh. reste, est-ce qu'on a fait ci? Est-ce qu'on a lavé la vaisselle ou pas? J'exagère, mais toutes les choses que l'on fait ou qu'on ne fait pas vont être très, très secondaires. Par contre, est-ce qu'on aura touché cette qualité? Ça, l'âme, elle aime parce que si sur Terre, avec notre libre arbitre, on choisit de développer une qualité, eh ben là, quand on retourne après de l'autre côté, c'est un acquis dans notre âme. C'est comme si on ajoute cette couleur, si on veut, à la beauté de notre âme. Et voilà, elle grandit un peu comme ça. Et donc, finalement, ce milieu du ciel, c'est la mission de l'âme, mais beaucoup de personnes dans l'astrologie un peu plus classique, je dirais, vont dire que c'est le rayonnement social de la maison 10, ce qui est vrai. Cependant, le rayonnement social ne vient que dans un deuxième temps. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a la qualité à développer. Et une fois qu'on touche cette qualité, il ne faut pas que l'imaginer mentalement. Savoir qu'elle existe, ça veut dire la découvrir, la comprendre, la sentir une fois, disons. Puis là, on est comme, ouh, j'ai trouvé ma qualité. Magnifique, tu as trouvé ta qualité. Mais après, ce qui est génial, c'est quand on la touche du doigt, cette qualité, quand ça y est, là, on la sent, on est déçu, là, on sait qu'on travaille avec. Là, c'est à ce moment-là que la vie, si on veut, toute la vie autour de nous, se dit ah, bravo, il t'est arrivé. Et donc là, elle va nous donner des conditions pour mettre cette qualité à l'épreuve et nous amener à fournir tout ce qu'il faut pour démontrer à quel point on colle à cette qualité, on l'aime, on la pratique, on la vit et en fait, on est en train de vraiment l'acquérir à ce moment-là. Parce que si on ne fait que la comprendre intellectuellement, après, quand on part de l'autre côté, là, quand notre vie est terminée, disons notre incarnation, on la ramène pas nécessairement. Ça a été une notion mentale, un tout petit peu émotionnelle. On a vécu peut-être un peu quelque chose, même si on a pu peut-être verser une larme ou deux, mais c'est tout. Alors que si pendant une vie, peut-être pas une vie entière, mais disons 40, 50, 60 ans,
eh bien, on travaille à développer cette qualité et faire nos preuves sur cette qualité. On en fait un vrai joyau. C'est OK, pas juste un mime. expérimenter. Oui, expérimenter, mettre à l'épreuve, là, vraiment le faire. Et là, on a un joyau pour vrai. Là, quand on part de l'autre côté, on part comme un roi, quoi. On part comme quelqu'un qui a développé sa qualité pour vrai, puis voilà un cadeau pour l'âme et on a réussi finalement cette mission de l'âme. Et donc, du coup, la vie met sur nous un paquet d'opportunités. Et c'est là, en fait, c'est en faisant ce travail d'expérimenter notre qualité puis de la mettre vraiment au service de tout ce que la vie nous propose finalement, que l'on peut finalement, là, on a accès réellement, potentiellement, ça dépend après pour chaque personne, mais vraiment un rayonnement social important. Plus on devient habile sur cette qualité, capable vraiment de l'utiliser, hein, carrément, eh bien, plus la vie nous propose des situations où on va pouvoir émaner, rayonner, donner cette qualité particulière qui est notre milieu du ciel, qui est cette mission de l'âme. Et là, la mission de l'âme, là, ça y est. Là, on peut penser à Gandhi, puis tout ça, c'est correct. C'est possible qu'il y ait vraiment une manifestation, là, mais globale, en fait, de cette qualité-là, à partir de ce moment. Cette qualité, est-ce que c'est une qualité, comment tu pourrais la définir? C'est quel type de qualité? Juste pour qu'on puisse comprendre, parce que tout le monde est à la recherche, en quête. OK, Yann, maintenant dis-nous, je la trouve où cette qualité? Alors, premièrement, alors c'est ça qui est rigolo ou pas en astrologie, c'est que chaque symbole, hein, a différents niveaux d'interprétation. Et donc, cette qualité, là, ça dépend de 2 choses. Ça dépend évidemment de l'astrologue lui-même. Qu'est-ce qu'il peut capter? Parce que bon, il faut voir qu'est-ce que l'astrologue peut capter. Et après, il faut voir qu'est-ce que la personne peut entendre à ce moment-là. Et en fait, il y a un troisième point, c'est quel message est mûr vraiment pour passer à ce moment-là. Fait que finalement, on a quelques obligations qu'il faut vraiment rencontrer pour pouvoir dire on va toucher tel niveau de qualité ou tel niveau de qualité, puis bon, où est-ce qu'on se rend là-dedans? Parce que cette qualité va se miroiter de plein de façons. On peut la nommer comme pour un bébé, par exemple, qui grandit doucement. On lui dit, on lui nomme un sujet qui peut pas vraiment entendre, il peut pas comprendre, c'est un bébé ou un enfant très jeune. Donc, on va prendre des mots qui correspondent. Disons, parlons de politique à un enfant de 3 ans. Eh ben, on va prendre des mots qui correspondent. C'est la même chose pour nous. Si Mmh. pour nous, ce qu'on peut entendre sur notre mission de vie de l'âme, eh ben, c'est très, 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 très relatif. Donc, quand on parle de quel type de qualité dont on parle, cette fameuse question, ultra relatif, Mmh. là, il faut voir, premièrement, quelle qualité de moment on a pour y avoir accès. C'est là qu'on touche quelle qualité de message peut passer, en fait. Parce que l'idée, quand même, en astrologie, c'est d'amener quelque chose de nouveau, de plus. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche quand même une qualité dans le moment de l'échange qui permet d'aller toucher quelque chose de plus. Mmh. Et non seulement juste ce qu'on sait déjà, en fait. Donc, c'est bien ce qu'on sait déjà, ça fait un genre de confirmation, mais idéalement, on aimerait amener un niveau d'interprétation qui va un peu de l'avant quand même. Et voilà, donc, Mais ce qu'on peut comprendre avec le milieu du ciel, juste pour finir avec la qualité, c'est qu'en fait, comme elle est déjà là quand on vient s'incarner, elle est toujours là, en fait. Elle est là depuis le départ, si je comprends bien, mais on n'y a pas forcément accès dans les mots qu'on voudrait parce qu'il y a un temps pour tout. Donc en fait, c'est aussi là pour nous la faire réaliser ou l'affiner toute sa vie. Est-ce que j'ai bien compris? oui, et on peut rajouter, oui, et il y a des niveaux de complexité aussi, comme par exemple, il y a des signes ou il y a des planètes qui vont se développer plus tard dans notre vie, par exemple. Je Hmm. pense spécialement à Jupiter. Ça, c'est une planète qui prend du temps à se manifester pleinement. Donc, dépendamment de notre milieu du ciel, où est-ce qu'il travaille, sur quel type de qualité, tu sais, par exemple, il y a des qualités que l'enfant peut déjà rayonner. Dynamisme, par exemple. Un type de dynamisme spécial, ça, c'est comme un début de qualité qui, après, sûrement a des niveaux d'interprétation plus grands, si on comprend le dynamisme à un sens plus large. Mais disons, un certain dynamisme ou une vie ou un certain rayonnement de ce type, l'enfant, dès qu'il est jeune, il l'émane tout de suite. Mhm. Et donc ça, on peut l'avoir plus rapidement, cette qualité-là. Parfois,
faut vraiment attendre avant que cette qualité-là se manifeste. Il va y avoir des cycles, parfois souvent des transits qui vont activer les choses dans notre vie. Les transits, hein, c'est quand les étoiles passent et font des aspects sur notre thème natal. Là. Et des fois, il y a des choses costauds qui se profilent et qui peuvent activer comme ça des qualités. Donc oui, elle est là depuis le début. Parfois, elle va être un peu en dormance, comme un peu en dormance, en stand-by. Là. Donc, patience. Ben oui, c'est sûr, c'est comme tout. Hein. Donc maintenant on a la croix au complet, quand on a cette notion, tu en parles d'ailleurs dans une de tes capsules, quand tu dis Jésus dit: «Prends ta croix et suis-moi». On parle pas de Jésus dans la religion, mais vraiment de la personne qui a incarné cette mission-là particulière d'amener l'humanité à un autre niveau. Quand il dit: «Prends ta croix et suis-moi», est-ce qu'on parle de cette croix? Donc on vient de vraiment expliquer ces 4 points-là. Ouais, est-ce que déjà c'est cette croix-ci qu'on parle? Ah oui, c'est exactement ça. En astrologie, c'est ça. Alors moi, tu mentionnes ça, moi je te dis, j'ai des frissons. Parce que c'est un symbole qui est très élevé. Hein. Honnêtement, c'est un symbole très fort. Là, on va dire quelques mots dessus, mais c'est sûr qu'on n'aura pas tout dit. Hein. Il y a des points qu'on ne pourra pas dire, c'est sûr. Bon. Donc oui, c'est ce point-là. Et finalement, c'est quoi cette croix que l'on prend? Cette croix que l'on prend, en fait, on pourrait l'imaginer comme ça, c'est qu'il y a différentes natures de croix. Il y a différentes grandeurs de croix. Il y a des croix, on dit souvent, il y a des croix en bois, il y a des croix en fer, il y a des croix en cuivre, il y a des croix en or, il y a des croix en toutes sortes de matériaux. Il y a des petites croix, il y a des grandes croix. Il y a toutes sortes de croix comme ça qui vont varier beaucoup. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on peut voir de ça? Notre âme, elle a différents types d'incarnations. Il va y avoir des incarnations qu'on va dire entre parenthèses mineures, puis il va y avoir des incarnations qu'on va dire majeures. Et donc, la croix va s'adapter à ça. Ça veut dire que si on est d'une incarnation mineure, on va avoir une croix plus simple. Donc, par exemple, je prends un exemple, mais à chaque fois, il faut tout aller regarder. Donc, c'est un sujet immense. Hein? On ne pourra pas tout faire, évidemment. C'est Mais l'introduction. oui, c'est ça, là. C'est très grand. Et donc, je vais prendre une possibilité, que ce soit la qualité à développer comme mission de l'âme ou les liens, les partenariats qu'on va faire. Ben voilà. Quel partenariat est-ce qu'on fait? Si on fait un partenariat tout simple, normal, tout ça, ça veut dire c'est une incarnation plus mineure. Et ça, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Là, surtout, il ne faut juger personne là-dedans. Si c'est ça, il faut juste être conscient que pour l'âme, c'est une incarnation. Et quand on dit mineur, vraiment, c'est jamais péjoratif. Parce que tout le monde en a des incarnations mineures et majeures. Tout le monde, sans exception. Que personne ne me la joue là, que lui, c'est toujours majeur. Ça va. C'est bien de le préciser, merci. Oui, absolument. Vraiment. Donc, donc ça, voilà. Première chose. Donc, si c'est ça qui se passe là, nous sommes dans une incarnation mineure. Ça veut dire que notre croix qu'on porte, elle est plus petite. Elle est plus légère. Et, et donc, ces défis vont être ceux d'une croix plus légère. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, il y a plein de possibilités, encore une fois, je ne peux pas tout décrire, mais il y a déjà de savoir que c'est plus léger, les exigences sont plus légères, eh bien déjà, on se dit, OK, ben, c'est une vie un peu comme ça. C'est quelqu'un, par exemple, qu'on pourrait dire, lui, n'a pas trop de défis gigantesques, tu vois, une vie comme un peu normale, si on pourrait dire. Je sais que c'est rare des vies normales et que tout le monde est très différent, puis tout le monde a vraiment des choses importantes dans sa vie, c'est sûr. Sauf que reste que ces choses-là sont relatives. Pour certaines personnes, c'est majeur, là. Portent des stress gigantesques. Je dis stress, mais c'est pas un bon mot, mais disons, Merci, quand ils même. portent, disons, Les mais disons tensions. des charges, là, tu sais, une charge, là, énorme. Mais tu sais, quelque chose, là, leur vie, tu sens, tu es en contact avec ces gens, puis tu te dis, ben, par exemple, pour moi, la personne, Natacha Colésard, de qui j'ai appris l'astrologie, elle, quand tu étais à côté d'elle, elle avait une croix costaud quand même. Quand tu étais à côté d'elle, là, tu sentais, oh là là, ça, c'est une croix majeure. Tu te dis, puis encore là, il y a plus grand comme croix, mais
C'est-à-dire, c'est déjà une croix qui a de l'importance. Et là, tu le sens que chacun des points de la croix est hyper clé, important, travaillé. Tu sens que c'est quelque chose c'est tellement important, cette croix. Parce que quand la croix est plus petite, plus légère, parce qu'on est dans une incarnation, on va dire mineure, eh bien, euh, ces points ont un peu moins d'importance, sont moins tracés, sont moins typés, ils vont être moins d'impact sur nous. Donc, quand on dit prends ta croix et marche ou prends ta croix et suis-moi, c'est quoi déjà? Prends ta croix et suis-moi. Et suis-moi, hein, c'est ça. Hein? Et suis-moi. C'est ça. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire prends-les, c'est premièrement, regarde ta croix, comprends-la, où est-ce qu'elle se trouve, de quelle ampleur elle se trouve, arrive un tout petit peu à comparer ça, ta croix, avec d'autres croix. Évidemment, Jésus, lui, avait une croix gigantesque et vraiment de matériel élevé. Et donc, du coup, évidemment que c'est bon de suivre un être qui a une croix colossale parce que notre petite croix, ben, nous, on peut la porter et suivre. On peut la porter et suivre, puis on peut suivre cette force-là. Oh là là, c'est un sujet vraiment subtil, là. J'ai plein d'inspirations qui me sortent en même temps. Mais c'est ça. C'est ça. On peut suivre les croix qui sont plus grandes que la nôtre, parce que justement, ces croix-là façonnent le destin, en fait. Et donc, si on suit la ligne d'un être qui façonne le destin comme Jésus, symboliquement, on prend au niveau qu'on veut Jésus, hein, eh bien, on suit une ligne de concrétisation d'une qualité, hein, de quelque chose de valeur qui est grand. Et dans ce cas-là, même si on a, nous, une petite croix d'une incarnation mineure, on est dans ce flot d'abondance qui amène quelqu'un qui porte une croix pareille. C'est comme si on est, par exemple, dans l'océan, et là, dans l'océan, il y a des grands endroits vides. Il n'y a presque pas de vie, hein. Même si l'océan, c'est là que d'où vient la vie, tout ça, là. Mais malgré tout, il y a des grands espaces, c'est là qu'il y a le plus de grands espaces où il y a si peu de vie. Mais il y a aussi des endroits où c'est plein de vie. Et si on est tout seul dans un endroit où il n'y a pas de vie du tout, on ne fera pas long feu. Ce ne sera pas facile. Il faut suivre. C'est ça, prends ta croix et suis-moi, c'est, voilà, vois l'ampleur de ta croix, puis prends mon chemin, là. Prends-le, ce chemin-là. Tu vas être dans cet espace où il y a une abondance énorme. Et voilà, tu vas voir que ta propre croix à toi, elle va comme s'alléger, elle va devenir normale, elle va devenir bien, tes défis, parce que notre croix, c'est quand même le poids de l'incarnation qu'on porte. Il faut quand même le dire, ça je ne l'avais pas encore dit, mais c'est le poids de l'incarnation, c'est cette croix-là. Et dépendamment de la mission de l'incarnation, la mission de l'âme pour l'incarnation, eh bien, c'est un poids plus ou moins costaud. Ouais. Voilà. Ce qui me vient, je t'écoute parler, et ce qui me vient, il y a deux choses. Déjà, il y a la notion de conscience, qui est sur déjà avoir conscience de, comme tu disais, l'ampleur de sa croix, puis avoir conscience que tout est parfait. Il y en a qui ont des grandes croix, il y en a qui ont des plus petites croix, et que tout ça s'organise, je pense, parfaitement. Donc, voilà, c'est une première notion. Ensuite, la deuxième qui m'est venue, c'est la notion peut-être de la responsabilité face à cette croix. Parce qu'en ce moment, je trouve, dans ce monde actuel, on est toujours en train de se comparer avec un peu la notion de difficulté. C'est-à-dire que ceux qui, mettons, auraient des plus petites croix ou plus légères parce que c'est ça qu'elles sont venues faire sur Terre en ce moment, la notion de comparaison avec ceux qui ont des difficultés plus grandes ou plus de résistance ou peut-être justement plus de réussite et de succès, si on n'a pas cette notion de conscience de où on est et ce qu'on a à faire quelque part, c'est très difficile. Je pense que ça devient très, très difficile parce quelque part, on voudrait toujours accomplir plus ou faire plus ou être plus reconnu. En tout cas, ça m'amène à ces notions-là, tu vois, le fait de t'écouter parler, à cette notion de conscience et aussi de responsabilité.
comment on pourrait faire justement pour avoir plus de conscience sur, sur l'ampleur déjà que la croix prend, dans chacun de nous, en Oui. fait? Alors ça, moi, ça me fait penser, hein, un réflexe extraordinaire, c'est d'étudier la vie des saints. Saint François d'Assise, par exemple, super intéressant, mais il y en a plein qui ont des vies extraordinaires. Il y a d'autres personnes aussi, hein. Là, je suis dans un truc qui semble religieux, mais c'est pas du tout ça le but, là. Vraiment pas. Mais c'est parce que c'est toujours des sujets très intéressants, parce que eux avaient quand même des croix, on va dire, considérables. Parce qu'il faut, pour arriver à être responsable, il faut déjà pouvoir justement se comparer. Comparer, c'est bien de comparer sa croix avec les autres croix. OK. Parce que c'est bon de voir où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on se situe là-dedans. Qu'est-ce qui pousse en nous? Quelle est cette force? La reconnaître, vérifier. Parce Mmh. que justement, ceux comme les saints, par exemple, qui avaient des croix extraordinaires, des choses, il y a eu souvent, là, il y a eu des martyrs, il y a eu des trucs, c'est pas Mmh. possible. Et donc, eux, il y avait des charges énormes. Et quand on compare comme ça, on voit un peu où est-ce qu'on en est. Comme par exemple, quelqu'un qui se plaint parce qu'au boulot, c'est difficile, parce qu'il y a telle difficulté au boulot, tout ça, et c'est comme difficile. Puis c'est ça sa plainte, on va dire, première. Le poids de sa croix, le plus dur, ça va être ça, disons que ça serait ça. Eh bien là, c'est certain que c'est un poids léger par rapport, par exemple, à ce qu'un saint porte. Mmh. Puis, c'est costaud. C'est quelque chose de solide. Et là, on a un comparatif. Ce comparatif-là, il est très important parce qu'il nous permet de relativiser les choses un tout petit peu et de voir justement l'ampleur de notre croix, de voir qu'il y a d'autres croix. Parce que le problème, c'est qu'on reste trop focusé sur notre propre croix à nous. Mmh. Du coup, on va se plaindre dessus. Et c'est pour ça, prends ta croix et suis-moi, c'est réalise que ta croix, eh ben, tu es capable de la porter, en fait. Tu es capable de la porter. Ton métier, mais tu es capable de le faire, il n'y a aucun problème. Mais on a ce réflexe de se plaindre parce que, justement, on ne s'inclut pas dans un travail, justement, collectif. On Mmh. voit que d'autres ont des croix plus grandes, fournissent des grands efforts et qu'en réalité, eh ben, on peut les suivre et tout va bien. Parce que nous, on n'a pas, disons, quelqu'un qui n'a pas l'ambition de devenir président d'un pays, par Mmh. exemple, la plupart des gens. Et donc, nous, on n'a pas la croix d'un président. On ne l'a pas. On n'a simplement pas ça. Et là, c'est drôle parce qu'on a plein de préjugés Parle contre de ça. toi et moi là. Par exemple, tu vois, vraiment presque tout le monde. Tu vois? Donc, exactement. Donc, ce type de croix-là, nous, on ne l'a pas. Et donc, on peut voir d'autres croix. Là, c'est sûr que s'il y a des corruptions, tout ça, on ne va pas suivre ces croix-là. Par contre, on peut se rendre compte que, il y a des croix beaucoup plus exigeantes. Mmh. Et là, du coup, cette comparaison-là, moi, je la trouve vraiment saine. Parce qu'on peut voir que dans la vie, ça nous ouvre les yeux sur les types de croix qui existent. Et Mmh. ça fait que on se plaint beaucoup moins parce qu'on voit qu'on a exactement la croix qui nous correspond, en fait. Cette croix-là, elle a été taillée exactement pour ce que nous, on peut porter nous-mêmes. Et donc, cette attitude de se plaindre toujours sur son sort, c'est qu'on voit pas là, on voit pas à quel point elle est parfaite, notre croix. Tu sais, disons, par exemple, quelqu'un qui a de la difficulté avec ses enfants, il va se plaindre de ça tout le temps. Mais il est capable, en fait, de faire face à ça. Il a cette capacité. C'est pas pour rien que cette croix lui est présentée. Elle est taillée sur mesure pour lui. Et donc, cette comparaison, moi, de comparer les croix, je trouve ça super intéressant. Pas pour se dire, j'ai une plus grosse croix que toi, tout ça, c'est pas ça. Parce que de toute façon, la croix plus grosse, on la veut pas. On ne la veut pas du tout, là, parce qu'elle est trop grosse. On n'en veut pas. Si tu me dis, va donc être président demain, mais je dis non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de vivre cette croix-là. J'en ai une qui me correspond, je la porte. Et là, on peut suivre ceux qui ont des croix en or parfaites et se dire, voilà, moi, je porte ma croix et sur le chemin, je vais dans cette ligne et je marche dans l'abondance que va créer la Mmh. plus grande croix autour de moi, dans le fond. Et ça, c'est super bénéfique. Puis chacun amène exactement ce qui correspond à l'âme. Parce que, euh,
je m'allonge un peu, là, je suis désolé, mais je trouve ça important de dire, euh, on a une tendance de vouloir croire que nous sommes tous égaux. Hein? Mhm. C'est un gros truc. Dans la Ouais, société, ouais. on est tous égaux, voilà, on a tous les mêmes droits. Ce truc de niveler tout le monde égal, c'est très commun, mais ça fait qu'au niveau de cette notion de croix, on a de la difficulté à se rendre compte que nous, on a une croix comme ça, une autre personne a une autre croix. On serait beaucoup plus constructif, indulgent, créateur envers les gens qui ont du pouvoir si on voyait l'ampleur de leur croix. Parce qu'on s'imagine qu'ils ont la même croix que nous, qui a une croix plus petite. Parce que ceux qui ont beaucoup de pouvoir, là, c'est une grosse croix, ça, avoir du pouvoir, hein, c'est lourd. Mm. Et donc, on a tendance à les critiquer beaucoup. Pourquoi on les critique? Et puis qu'en plus, nous, on va se plaindre aussi de nos choses à nous en même temps. Donc, ça fait beaucoup de plaintes, tout ça. Et donc, on a une tendance à faire tout ça parce qu'on s'imagine qu'on est égaux et qu'on a la même croix, que lui a les mêmes problèmes que nous. Mais il y a des problèmes bien plus gros, évidemment. Et donc, c'est très utile de comprendre toute cette dimension de croix-là. Puis, premièrement, la première étape, moi, je trouve, d'une simple comparaison, dans un sens vraiment de s'éduquer finalement soi-même, hein, à comprendre, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Tout ça. Il y a des croix. Il y en a qui ont de la difficulté à mener, à porter leur croix euh, pour plein de raisons. Parce que le ciel veut, parce qu'on a dit, hein, les points dans la croix là, qu'on a nommés, eh bien, il y a différents niveaux d'interprétation et de lecture. Quand on a une difficulté sur notre croix, c'est qu'il y a un des points qui pousse puis qui veut évoluer. Il nous demande, ça serait bien d'aller chercher un niveau d'interprétation nouveau, plus grand, et du coup, que ta croix, tu l'amènes à un autre niveau. Ah, c'est un grand sujet, hein? Oui, mais en fait, c'est fascinant parce que toi, t'aimes la comparaison. Moi, par exemple, je vais donner un petit exemple personnel, mais le fait de m'être comparée souvent, puis j'ai une éducation qui a fait que je me suis beaucoup comparée justement à ceux qui avaient des très grandes croix, mais j'avais pas cette conscience-là avant. Ça a donné quelque part beaucoup de dévalorisation et à un moment donné, quelque part, ma propre croix, puisque après j'ai compris qu'est-ce que ça représentait, j'ai appris les symboles et j'ai fait vraiment un travail dessus, ben, j'avais de la difficulté à la porter parce que j'étais toujours dans la comparaison de ah ouais, mais elle est si petite, ma croix, par rapport au grand. Donc, je partage ça parce que juste pour ceux qui nous regardent, moi personnellement, je l'ai vécu aussi de la façon de vraiment juste prendre conscience de ma croix et que quand je vivais pleinement, j'incarnais ma propre croix, bah, il y avait vraiment des défis, en fait. C'est que là, quand on est vraiment dessus, quand on la porte, en fait, c'est là où on se rend compte qu'on fait face à nos propres défis aussi, euh, réellement. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, hein, c'est certain. Tout ça, cette comparaison, il faut le faire dans un sens particulier. Il faut que ce soit très constructif. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est que de savoir que tout le monde a une croix qui est exactement suffisante pour lui faire les défis qu'il a besoin pour avancer et en même temps pas trop grande pour pas trop l'écraser non plus. Il y a une balance là-dedans et c'est ça. Plus on le travaille consciemment, plus ça se passe bien. Mais c'est ça, c'est tout un travail, là, j'avoue. Ouais, absolument. On a parlé des tensions et des résistances. Est-ce que quand quelqu'un porte sa croix, en astrologie, il y a aussi ce qu'on appelle des carrés. C'est des forces en tension. Est-ce que les carrés sont liés, j'ai un dessin d'ailleurs, des carrés, c'est des tensions qu'on peut voir qui forment des angles vraiment costauds entre les forces de différentes planètes. Est-ce que ces carrés-là sont reliés à notre croix, aux tensions particulières ou ça n'a rien à voir? Alors ça, c'est un petit peu délicat. Il y a beaucoup d'angles pour travailler ce sujet-là. Ben, les carrés comme tels, comme ça, là, qui sont montrés là en rouge, eh bien, c'est certain que si on en a plein qui se suivent, ça veut, ben, plein. Si on en a, dans le fond, 4 qui se suivent un après l'autre, donc un carré comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça, qui fait finalement un grand carré, carrément, on voit un carré, eh bien, à ce moment-là, c'est certain que ça va faire une croix dans le thème. Quand on en a comme 3 qui se suivent, comme les exemples qui sont montrés là, finalement, ça fait 2 arêtes d'un carré, formé de 2 carrés en astrologie, qui est l'aspect, là, qui est juste un arête. Eh bien,
là, on n'est pas vraiment dans une dimension de croix comme telle. Par contre, c'est sûr que ça amène une tension. Donc ça, c'est un côté de l'explication. De l'autre, dans la croix, à la base d'une croix, effectivement, ça forme un carré. Cependant, donc l'axe horizontal, lui, de l'ascendant-descendant, va toujours être vraiment, lui, horizontal parfait. Toujours la ligne, parce que l'ascendant, c'est lui qui détermine justement le départ, là, l'axe d'horizon, on va dire, exactement ici. Donc lui, il sera toujours horizontal. Par contre, l'axe vertical, lui, va varier. Il peut varier de plusieurs degrés, en fait. Et donc là, on peut passer soit d'un carré, ça peut même devenir un trigone, ça veut dire un aspect beaucoup plus harmonieux, qui coule beaucoup plus facilement. Donc, ça va dépendre beaucoup. Au niveau de par contre, au niveau justement de cette croix-là, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, eh bien, il y a toujours cette dimension, quelque part, de tension reliée à l'incarnation qui est présente, même si ça fait trigone ou quoi, ça, c'est toujours présent dans l'absolu. Et donc, ça reste quand même des sujets relativement différents, bien qu'effectivement, c'est vrai, la croix est faite de 4 carrés, finalement. Et donc, voilà. Parfait. Donc, ça dépend. Puis là, je fais une parenthèse, je montre mon thème natal à moi. Et en fait, c'est tellement différent chaque personne, en fait, justement, parce qu'on a une incarnation différente, il n'y en a pas deux pareils. On peut confirmer, Yann, qu'il n'y a pas deux pareils. Oui, alors, c'est possible qu'il y en ait des pareils. Et c'est là que, bah oui, je veux dire, tout existe, hein, on est tellement nombreux quand même. Ça arrive que des enfants naissent au même moment, hein, à la seconde près, dans le même hôpital, ça existe. Et donc, des thèmes exactement pareils, ça existe. Et ça, c'est un des points d'ailleurs que des gens disent, ils vont comme discréditer l'astrologie à cause de ça. Faut quand même, d'ailleurs, il y a les jumeaux hein, qui ont des thèmes souvent presque pareils, mais finalement, ils peuvent être très différents. Bon, ça, faut comprendre que c'est l'âme qui compte. Hein. C'est vraiment l'âme qui compte. Et un thème astrologique, c'est pas tellement bon de penser justement que tout est figé dans le béton. Il y a toujours un libre arbitre qui se trouve là. Les conjonctions, tout ça, les aspects du thème natal vont rester les mêmes. Par contre, ce qui change, c'est justement quelle interprétation on choisit. En Kabbale, on dit qu'il y a 72 niveaux d'interprétation pour chaque symbole. Sachant que 72, c'est symbolique, eh bien, il y en a beaucoup finalement, des niveaux d'interprétation pour les symboles. Et quand on voit un aspect astrologique, ben, il y a plein de symboles impliqués. Du coup, ce qui va varier d'une personne à l'autre, c'est vraiment là le niveau d'interprétation d'un aspect. Donc, même si on avait extérieurement là, dessiné la même croix de la destinée, ça ne serait pas la même dans le vécu de la personne. Là, ce niveau-là du vécu, là, c'est vraiment réellement jamais pareil. Ça, c'est vrai qu'il n'y en existe pas deux qui sont pareils. Voilà. Dans l'expérience. Oui, oui, oui. Ça m'amène à te poser la question justement maintenant qu'on a en tout cas cette conscience. Alors c'est en astrologie, mais je pense qu'on peut ressentir en tout cas les forces qui nous habitent et puis la mission de l'âme d'autres façons probablement. Mais l'astrologie, moi j'ai trouvé que c'était assez rapide, direct et très précis. Mais du coup, quand on a cette conscience, en tout cas, de ce qu'on vient faire ici, de nos défis, de nos tensions, comment on fait pour avoir cette conscience-là et en même temps vivre au quotidien ce qui se présente dans notre vie? J'essaie de clarifier ma question. C'est-à-dire qu'on a une astrologie en ce moment qui est très prédictive, où on dit, bon, ben voilà, c'est ça qui va se passer. Comment on fait pour calquer notre mission ou notre ligne d'incarnation avec tout ce qui se présente à nous au quotidien? OK, OK. Alors, Comment on fait pour ça, passer c'est génial. Très belle question. Hein. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Donc, pour bien répondre à ça, là, il faut. Alors là, tu vas voir, c'est une valorisation de notre quotidien gigantesque. Il faut savoir qu'une interprétation, c'est comme une prophétie. Hein. C'est comme, ben, c'est pas nécessairement aussi élevé qu'une prophétie souvent, hein, mais je veux dire, c'est le même genre d'ambiance, c'est le même genre de choses, si on veut. Il y a quelque chose qui a été énoncé. Faut quand même savoir que l'énoncé lui-même, en soi tout seul,
il n'y a pas vraiment de valeur. Il n'y a que de la valeur si on l'utilise et qu'il nous inspire. Ce qui donne la valeur à la prophétie, c'est sa réalisation de la prophétie. C'est ça qui fait que la valeur existe dans la prophétie, c'est le fait que finalement, elle se réalise, puis l'inspiration que ça a généré pour s'y rendre. Il faut savoir que la prophétie elle-même, ce sont des mots qui sont, moi je dirais, par rapport au vécu, extrêmement imprécis. Par contre, avec notre intelligence, notre sensibilité, notre intuition, on va les faire connecter. On va voir que c'est les mêmes. Mais ça, c'est parce que ça nous inspire, c'est parce que ça nous tire vers quelque chose qui nous intéresse, parce qu'il y a une belle énergie là-dedans, il y a un message qui nous plaît, qui est lumineux, ça nous intéresse. Et donc, la réelle valeur, elle vient de notre quotidien. Elle vient du vécu de la chose qui réalise la prophétie et qui va en réalité définir la prophétie qui, elle, n'est qu'un paquet de mots, en fait, qu'on peut comprendre d'une façon X ou d'une façon Y. D'ailleurs, il y a plein de niveaux d'interprétation. Donc, on le voit bien. Ce qui compte réellement, la vraie valeur, c'est le quotidien. C'est là qu'il y a une réelle valeur. La prophétie, si on veut, ou l'interprétation astrologique, elle n'est là que pour placer des lignes d'inspiration avec lesquelles on travaille comme on le peut chaque personne, à notre hauteur à nous, et qui va nous aider pour, pour monter. Mais il ne faut pas penser que la prophétie a une valeur de vécu. Ça, là, dans ce que tu nommes, c'est ça que j'entends. C'est une confusion qui se place en nous. C'est comme si on va donner, avec le côté un peu prédictif, là, c'est comme si on va penser qu'une prophétie a une valeur de vécu, mais zéro, hein, mais vraiment zéro. Elle n'a pas du tout cette valeur-là. Elle n'est que là pour inspirer la personne qui, elle, va le faire pour vrai. Et le détail, la saveur, le goût de ce vécu-là, c'est la personne qui le crée. Et c'est ses efforts à cette personne-là qui comptent réellement, en fait. Hein. Je ne sais pas si ça répond. Mais oui, en fait, si je comprends bien, c'est la qualité de l'expérience qu'on va faire qui va teinter, en fait, finalement, toute notre incarnation. Et c'est ça qui est important au quotidien, dans ce qu'on fait. Donc, en fait, finalement, on a vraiment ce libre arbitre et non pas c'est gravé dans la pierre, comme tu le disais. Ah, non, mais du tout. C'est vraiment pas gravé dans la pierre parce que ça sert à rien de le graver dans la pierre. C'est le vécu qui compte. C'est lui qui a un vrai sens. Donc, faut vraiment voir là que c'est ça qui a de l'importance. Faut pas donner d'importance à la prédiction. C'est notre vécu qui est important. La prédiction sert uniquement à créer de l'inspiration, des ouvertures au bon moment dans notre vécu. Elle sert à ça. C'est comme des signes sur le chemin. On vit notre vie là, puis on a des impasses, on a des questions, tout ça, il faut répondre. Des fois, on aimerait bien avoir un petit qu'on nous souffle la réponse à l'oreille. Eh bien, une interprétation, ça sert à nous aider à trouver cette réponse plus rapidement. C'est tout. Il faut vraiment pas lui donner une qualité de vécu. Magnifique. Tu viens de parler d'ouverture et je pense que en fait, c'est ça, peut-être, le fait de se dire, quand on a conscience de ce qu'on porte, puis ça s'affine, hein, ça évolue au fil du temps. On l'a vu au début de cette entrevue, ça va s'affiner au fil du temps. Il y aura des précisions, il y aura des énergies qui vont se manifester à un moment donné dans notre vie, parce qu'il y a des énergies un peu en dormance. Et chaque fois, au cours de notre évolution, nous avons des ouvertures, un peu des portes énergétiques pour quelque part faire ce qu'on a à faire notre travail, des opportunités d'exploration ou d'expérience. Oui, vraiment. Puis dans ça, justement, les transits en astrologie, ils viennent comme un peu nous donner des petits indices sur ça, sur ce type d'ouverture-là. De quelle nature? Comment est-ce qu'ils travaillent? Les transits astrologiques, là, qu'est-ce qui se passe dans le ciel actuellement? Comment ça nous influence soi-même personnellement? C'est ça un peu, là, les transits. Justement, ça nous dit, là, en ce moment, tu sens ça? Est-ce que et puis là, les symboles parlent, puis ça nous aide à définir ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et après, dans notre vécu, c'est plus riche parce que simplement, on est inspiré d'une source de plus. C'est des sources d'inspiration. Magnifique. Si tu avais un message, Yann, pour terminer cette entrevue, si tu avais un message à laisser aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent aujourd'hui? D'être vraiment fier de sa croix, en fait. D'être fier des poids qu'on porte. D'être content de porter les choses que nous, on porte. De savoir qu'il y en a qui portent plus. Puis de se dire, alléluia, tant mieux.
eux, voilà, ils ont eu ça. Et de savoir que nous aussi, dans notre vie, on en a des croix plus grandes. Ça arrive, hein? Il y a de tout. Il ne faut pas penser à des grandes âmes, des petites âmes, ça c'est fou. C'est juste des incarnations qui vont varier par contre. Ça, oui, ça varie. Ça va vraiment changer. Des moments où là, faut vraiment travailler gros, là, c'est exigeant, puis d'autres, oups, c'est pas comme ça. Et donc, c'est ça. D'être fier de ce qu'on porte nous et de savoir que ça nous correspond quelque part parfaitement. Hein. C'est notre âme qui nous a placé ça. Et, et que dans le fond, ce travail de porter la croix, on le fait tous ensemble. Puis qu'on est comme une fraternité là-dedans, dans le sens qu'on est tous sur Terre, l'humanité entière, on travaille ensemble à porter ces croix-là, qui nous font finalement avancer, là, puis qui créent l'abondance spécifique du moment. Merveilleux. Merci beaucoup, Yann. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, qui cartonne en ce moment, où tu partages vraiment avec grand cœur ta passion pour l'astrologie, mais aussi pour ton autre passion, le monde des abeilles, tout un domaine fascinant. Je vais remettre les liens, en tout cas, pour te rejoindre. Puis pour ceux qui veulent, tu offres aussi des consultations privées. Donc, je mettrai les deux liens. Est-ce que tu voulais rajouter une autre façon de te rejoindre? Ben, je crois que c'est bon, là. Je crois... c'est bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci. Merci beaucoup, vraiment, Yann, pour toute cette capsule hyper enrichissante. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Merci. À très bientôt, Julia. Merci.